Bonsoir et bienvenue. Ce soir, on parlera du scandale à la police nationale. Un sergent donc, qui donne son arme pour 40 000 francs CFA à un syndicaliste. Ensuite, nous parlerons du remaniement ministériel annoncé par le président de la République. Ensuite, nous recevons un invité, le député maire sortant de Zenoula, M. J. Vami, et aussi du contentieux électoral. Madame, monsieur, encore une fois, bonsoir. C'est le grand top, la dernière de la semaine. Bienvenue. La team de choc, comme chaque soir, est là. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous, chers téléspectateurs. Daouda, bonsoir. Bonsoir à tous. Barry. Bonsoir Christelle, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Alors, messieurs, dames, je l'annonçais à l'entame de ce programme, scandale à la police nationale. Un sergent-chef de police échange son arme contre 40 000 francs CFA à un syndicaliste. Herman Aboua, est-ce qu'on peut situer tout ça dans un contexte pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre de quoi il s'agit? Il se trouve qu'il y a un policier, un sous-officier, a donné son arme à, on peut dire, il a dealé avec son arme. Pardon, avec, il a dealé. Ça veut dire quoi? Il a, je ne voudrais pas dire bradé ou bien vendu ou bien mis en garant, mais il a remis son arme à un syndicat, ce qu'on appelle communément les Nyambro, pour que ce dernier-là lui remette 40 000 francs CFA. Et bon, il a été épinglé par... Moi, je pense qu'au-delà de ça, il faut d'abord saluer l'esprit de transparence de nos autorités, des forces de défense et de sécurité, qui, à chaque fois, de plus en plus, lorsqu'il y a un des leurs qui est impliqué dans ces genres de malversations ou bien de faits, là, interpellent et font en sorte que tout le monde le sache. Mais après l'épisode des 6 officiers gendarmes radiés pour la consommation de drogue, et puis nous sommes aussi en présence d'un cas d'un sous-officier qui deal avec son arme pour 40 000 francs. Cette affaire n'est pas la première du genre. Déjà qu'en 2009, un sous-officier gendarme avait vendu son arme à un vigile pour une somme de 200 000 francs CFA. L'arme en question était un revolver de calibre 38 spécial. Si ça n'existe pas, déjà, il faudrait que nos autorités mettent une cellule de moralisation de nos forces de défense et de sécurité en place. Parce que consommer de la drogue et puis cette fois-ci vendre son arme, enfin brader, voilà, ouais, ça craint. Donc moi, je pense que déjà, les autorités des forces de défense et de sécurité le disent et épinglent certaines brebis galeuses d'entre elles. Il faut saluer cela. Il faut donc, Daouda, selon vous, pour travailler à une certaine moralisation de la police nationale, pas de tout le monde, mais de ceux qui pourraient être présentés comme des brebis galeuses. En fait, avant d'arriver à ce niveau-là, je pense qu'il est important de situer le contexte. Parce que comment est-ce que les faits arrivent? C'est juste que en fait, la gendarmerie nationale, dans ses patrouilles, a arrêté un syndicaliste. Et lors de son arrestation, ils se sont rendus compte qu'il avait, comment on appelle ça, sur lui un revolver de Max 6 Sawyer. C'est des nouvelles dotations. Et ils se sont rendus compte que la dotation, en fait, appartient à un sous-officier de police. Et donc, ils vont à la gendarmerie, on le cuisine. Après, quand on a fini de le cuisiner, il affirme que c'est un policier qui le lui a remis. Ce dernier est arrêté à son tour et il confirme effectivement les faits. Mais de sources policières que j'ai pu contacter, en réalité, ce n'est pas qu'il a vendu. De sources policières, en réalité, le policier, le sous-officier en question, doit de l'argent au syndicaliste, la somme de 40 000 francs. Donc, pour se rassurer que l'autre ne va pas partir, il va rembourser l'argent de la personne. Donc, son arme engage. Voilà, engage. Et donc, il a enlevé le magasin, c'est-à-dire que le chargeur, les balles, les munitions. Mais j'avoue que ça reste toujours dangereux de donner une arme comme ça à un syndicaliste. C'est ça les faits. Maintenant, moi, l'idée aujourd'hui, c'est que, qu'on le veuille ou non, même si on crée une cellule de moralisation de la police, de la gendarmerie, dans toutes les corporations qui existent sur Terre, il y aura toujours des brebis galeuses. Et comme c'est dit, je pense que le fait d'en parler et de les retirer, si possible, des rangs, c'est déjà une bonne chose. Sinon, ce n'est pas moraliser là qui va changer quelque chose aujourd'hui, en tout cas. Alors, voilà, c'est mon avis sur la question. Barry, comment vous comprenez tout ça? Enfin, sur la base, on va pas, c'est de sources policières, il a dit, on peut supputer là-dessus.
Comment vous comprenez qu'un policier bien formé par l'État de Côte d'Ivoire puisse devoir à un syndicaliste, déjà, qu'est-ce qui lie le policier au syndicaliste pour que celui-ci puisse lui dire, comme tu me dois, de façon triviale, hein, tiens mon arme, arriver à ce geste-là, est-ce que ce n'est vraiment pas oublier qui on est, Barry? Au-delà d'oublier qui on est, je pense que les faits, pour moi, ils sont assez graves. Parce que le policier en question, le sergent de police, c'est pas n'importe quel policier. C'est un potentiel garde-corps. Puisqu'on dit qu'il est en service à la brigade de protection de haute personnalité. Donc, si un garde-corps, qui est potentiellement un garde-corps d'un ministre ou du président de la République, je le dis de façon banale, deal son arme, c'est que je me pose la question de qu'est-ce qui représente l'arme pour lui en question. Qu'est-ce qui représente l'arme pour lui et qu'est-ce que l'arme représente pour celui qui accepte le deal. Parce que comme Daouda l'a dit, peut-être que c'est une forme de garantie. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à donner en garant qu'une arme à feu? Même si elle est désarmée, tu n'as pas le chargeur, l'arme déjà, dans la mentalité des populations, c'est quelque chose qui peut être amené à mettre fin à la vie d'un individu. Donc, remettre son arme à feu, ça veut dire que l'agent de police en question, pour moi, l'arme, c'est une ressource qui peut lui permettre de capitaliser sur le plan économique. Ce n'est pas, comment dirais-je, il ne perçoit pas le côté dangereux de l'arme. Mais au-delà de ça, il faut aussi se questionner sur le traçage des dotations. Pas seulement au niveau de la police, de la gendarmerie, même de l'armée. Parce que la dotation qu'on leur donne, c'est l'argent du contribuable. L'arme, c'est l'arme du peuple. Ce n'est pas l'arme de l'agent. Donc, il a pour rôle de prendre ces dispositions pour que cette arme-là soit bien conservée et soit entretenue parce qu'il a des comptes à rendre en cas de problème. Et le problème vient de se poser. Maintenant, autre chose. On est dans un contexte sécuritaire sous-régional très grave, très complexe. Si nos forces de défense et de sécurité peuvent dealer leurs armes, il ne faut pas quand même dire nos forces. Non, mais on parle là d'un individu. Je viens. Il y a 2 soldats de la garde présidentielle qui avaient été, de la garde républicaine, pardon, qui avaient été condamnés à 10 ans de prison dans le cadre de l'attentat de Grand Bassam. Ça veut dire que régulièrement, il y a des faits, même si ces faits sont isolés. Mais vu le contexte sécuritaire, c'est des choses qui ne doivent pas passer comme ça. Il faut sanctionner. Et je pense que les dispositions seront prises pour qu'ils soient sanctionnés. Et il va servir de leçon à ses frères d'armes parce qu'on ne joue pas avec l'arme. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la question salariale au niveau de la police, Herman? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, quand même, les différents corps de police, même les gendarmes et autres, je pense qu'à ce niveau-là, les gouvernements successifs qui se sont installés ont fait un travail en ce sens-là. Je ne sais pas, je ne vais pas dire... Comment comprendre qu'un policier doit à un syndicat de l'argent? C'est ce qui surprend et c'est ce qui amène à se dire qu'il faut faire attention. Peut-être que là, ce fait qu'on vient de montrer, c'est seulement la face visible de l'iceberg. Et comme Barry le disait, ça veut dire que ils ont l'habitude, certains agents... Il y aurait des deals. Font cela, parce que s'ils ne se gênent pas, et ils connaissent les réseaux de Nyambro ou de syndicats qui... Mais ils sont tout en contact en même temps. Oui, en même temps, ça veut dire qu'ils ne se cachent pas. Ça veut dire quoi, ils sont tout le temps en contact? Non, quand ils disent qu'ils sont tout le temps en contact, généralement, les policiers... Même si je n'ai pas fini, vas-y. Les policiers, les gendarmes, les policiers, les Nyambro, ils sont sur la route ensemble. Le policier siffle les voitures et autres. Donc, finalement... Quand je dis tout le temps, ça pourrait créer des liens. Voilà, ça peut créer des liens. Et puis en réalité, le corps de police est un corps aujourd'hui qui est très proche de la population. Donc ça peut créer des proximités. Ça peut créer être coincé, je te vois, aide-moi. Et puis Herman, on revient à vous. Le simple fait que lui, agent, qui devait faire peur à toute personne, qui vienne de façon aussi simpliste proposer de mettre en garde son arme sans que ça veut dire que c'est quelque chose qui est courant. En garantie, vous voulez dire, Herman. Je veux dire... Herman, vous voulez dire en garantie. Bon, c'est ce que en garant, ça fait très... En garant, ça fait à bobo, en fait. Oui, mais je veux dire, c'est l'expression, les Ivoiriens qui sont à bobo, ils me comprennent. Voilà, le nouchi, je pense que c'est quelque chose qui est... On n'a pas que les Ivoiriens, il y a des personnes qui nous regardent. On est en train de parler, oui, mais justement, on est en train de parler de Nyambro, de syndicats. Il faut donner des expressions qui puissent permettre... Sinon, on sait que c'est un gage, donc on est dedans. Ce que moi je veux dire, c'est qu'il faudrait que les autorités
ivoirienne fasse très attention avec ces faits-là. Ces cas-là, il ne s'agit pas de juste le condamner avec des mesures disciplinaires. Il faut être vraiment rigoureux là-dessus et puis faire en sorte que toutes ces suspicions, pousser l'enquête pour qu'on ait... Parce que ça, ce sont des réseaux qui sont entretenus de plus en plus. Les gens, les supérieurs ont écho de cela, font face à cela. Comment vous pouvez dire que c'est un réseau? Est-ce qu'on peut laisser Herman dire que c'est un réseau? Bon, on a affaire à un fait et on a l'explication de ce fait. Oui, je pense qu'il fallait régler. Mais on vous comprend. Mais est-ce que vous acceptez ou vous comprenez le fait qu'Herman dise qu'on assiste à un réseau? Je ne dirais pas que c'est un réseau parce que je n'ai pas de faits factuels qui peuvent me permettre de dire que c'est un réseau. Mais les éléments qui sont soulevés, les faits qui sont signifiés là, ce sont des faits qui sont assez graves. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pose même la question de l'engagement. L'engagement, c'est-à-dire que le principe d'engagement au sein des corps de métier des forces armées, que ce soit la police, la gendarmerie et l'armée. Ça veut dire quoi l'engagement? L'engagement, c'est je vais dans ces corps de métier-là. Pourquoi? Parce que ce sont des milieux où on demande la rigueur, en fait. Donc, l'arme, là, pour un soldat, pour un policier, pour un gendarme, son arme, c'est la chose la plus précieuse qu'il a à disposition. Donc, si ce monsieur a été amené à donner son arme dans un échange, je ne parlerai pas de deal, mais dans un échange, c'est qu'il doit être dans une situation entre griffes désespérée. Et c'est aussi... la question du traitement salarial dont je parlais. Non, pas la question du traitement salarial. Je ne pense pas que tous les policiers le font. Mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de contrôler les agents? Parce que la moralisation au sein des corps, c'est un exercice quotidien. Ça ne doit pas se faire sur une période donnée. Au quotidien, les services compétents au sein des forces armées, que ce soit la police, la gendarmerie, la police est une force de sécurité intérieure naturellement, il faut qu'ils soient aux aguets pour contrôler les agents, savoir dans quelle situation économique, dans quelle situation psychologique se trouve l'individu pour ne pas que cet individu-là soit amené à commettre une infraction ou à commettre un crime. Connaître sa situation économique. Oui, parce que quand tu es dans une fragilité économique, il y a la tentation. Il y a beaucoup de choses. On voit les margouillards au plateau, il y a beaucoup de choses. Ça veut dire quoi les margouillards? Bon, en griffe, ce sont des individus qui font des opérations économiques avec les fonctionnaires qui leur soutillent souvent en échange leur carte professionnelle ou bien leur carte bancaire. Ça dépend de ce qu'ils font. Mais je veux dire que les forces de sécurité doivent, la hiérarchie, doivent prendre le suivi des hommes qui servent dans leurs institutions au quotidien parce que ça va permettre de filtrer un certain nombre d'individus et d'identifier un certain nombre d'actions auxquelles il faudra apporter des réponses précises et concises. Très bien. Si nous avons épuisé la question, nous allons passer à la grande actu et je sais que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus, messieurs. Il s'agit donc de la confirmation du remaniement ministériel et d'autres institutions qui étaient jusque-là entretenues par certaines presses. On en parlait, les bruits de couleur étaient si forts qu'on en a parlé sur ce plateau. Et je pense qu'avant ça, nous avons un sonore pour vous. Je procéderai la semaine prochaine à des nominations de présidents d'institutions. Comme vous le savez, j'ai décidé avec l'assentiment du présidium du RHDP, de nommer M. Gilbert Koné-Kafana comme haut représentant du chef de l'État avec rang de président d'institution. Bravo, Kafana. Je procéderai également la semaine prochaine à la nomination du président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, dont le mandat est venu à expiration, mais également la nomination du grand chancelier de l'Ordre national, ainsi que la nomination du président de la Cour de cassation. Tout cela sera couronné par la rentrée du Sénat, qui aura donc besoin de l'élection d'un nouveau président également au niveau du Sénat pour le 12 octobre. Et bien sûr, les sénateurs pourront faire leur entrée à cette occasion et le nouveau gouvernement sera mis en place quelques jours après la rentrée du Sénat. Voilà, la chose est confirmée, ça va bouger. Les chaises vont bouger, des têtes vont, je ne dirais pas tomber, vont partir, peut-être pour d'autres fonctions. Barry, pouvons-nous revenir sur les faits?
Bon, il faut dire que le président de la République, vu le contexte électoral, les élections régionales et municipales, a décidé de prendre ses responsabilités parce qu'on l'avait dit la dernière fois, la seule personnalité apte à décider du sort d'un ministre ou d'un quelconque administrateur public, c'est le président de la République. Et là, la rumeur d'hier devient une information officielle. Ça veut dire que... On parlait de quelque chose qui se racontait dans la cité, mais c'était une information quand même. Donc le président de la République plante le décor, il l'a dit, il y aura un remaniement au niveau du gouvernement, mais il y aura aussi des institutions de la République où les présidents étaient élus pour un mandat. Il a parlé de la Cour de cassation, mais je veux dire qu'il faut faire la part des choses au niveau des populations. Il y a des institutions de la République où le président de la République ne peut pas nommer, c'est-à-dire que les deux chambres parlementaires, le Sénat et l'Assemblée nationale, mais les autres institutions, c'est le président qui nomme la Cour des comptes, la Haute Autorité de la bonne gouvernance, le Conseil constitutionnel, j'en passe. Donc, au niveau de ces institutions-là, il y aura des changements. Et à la grande chancellerie de l'Ordre national du mérite aussi, il a annoncé un changement parce qu'on sait que le professeur Henriette Dagri-Diabaté a atteint un certain âge et je pense que pour ceux qui l'ont vu lors de ses apparences publiques, il y a une question de santé qui se pose. Et maintenant, au-delà de ça aussi, il y a au niveau des ministres et des potentiels élus, je pense que les tractations vont continuer. Voilà. Daouda, il a dit, normalement, après donc, une jouxte électorale, on n'est pas surpris de voir un remaniement. Mais que le président puisse parler, par exemple, avant de venir aux différents ministres, des différentes grandes institutions. Est-ce que vous êtes surpris? Non, pas que je suis surpris, mais je veux dire, les grands changements ou bien les grands bouleversements auxquels les uns et les autres s'attendent, moi, ça m'étonnerait qu'on ait un bouleversement aussi profond ou drastique jusqu'à un certain niveau. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Pourquoi est-ce que je dis cela? Je ne vais pas parler des institutions parce que, effectivement, tu parlais de certaines personnes qui sont frappées par la limite d'âge, la fatigue et autres, ou bien leur mandat à ce poste est atteint. Mais pour ce qui concerne les ministères, je veux dire, faisons une analyse simple de la façon de gérer du président. Quand on analyse à froid, depuis son accession au pouvoir en 2011, c'est pratiquement la même équipe qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Le président, ce n'est pas quelqu'un qui a habitué aux grands changements dans le gouvernement, en fait. Il peut y avoir du poste pour poste, comme tu le disais, il peut y avoir une ou deux personnes qui peuvent partir, mais pour dire qu'il y aura un changement, un grand bouleversement. Un grand bouleversement, parce qu'en vérité, lorsqu'il y a un grand bouleversement dans le gouvernement, mais je vous assure qu'il faut au bas mot 3 mois pour maîtriser quand même les dossiers. Pour que les nouveaux ministres puissent maîtriser les dossiers. Mais au-delà de maîtriser les dossiers, il faut donner au moins tout ce temps-là, il faut qu'il y ait les décrets d'attribution de chaque ministère. Lui, il doit faire quoi? Lui, il peut prendre responsable de ci ou de ça. Donc finalement, ça crée, en fait, le pays est en pause pendant 3 mois. Or, quand on analyse aujourd'hui, à 100 jours, on est à 100 jours d'une CAN, quand on voit les grands chantiers qu'ils ont lancés eux-mêmes, je ne pense pas que ce soit le moment politiquement, pour le président de la République, de faire ce grand changement. Il peut y avoir une ou deux têtes, mais pas de façon drastique. Peut-être que les tractations, là, les gens risquent de se tromper dedans. Herman, moi, d'abord, il faut... Pour signifier ce qu'il a annoncé, il y a un départ. Il y a donc le directeur général de l'ONS qui a donc été limogé. Mais avant pour la directrice générale de l'ONS, je pense que c'était évident. On a eu à évoquer ici, dans le cadre de l'Ebimpe Gate, la situation du 12 septembre au stade Alassane Ouattara de l'Ebimpe, les responsabilités. On avait même souhaité sur ce plateau-là que les ministres eux-mêmes concernés, enfin notamment le ministre des Sports et la directrice générale de l'ONS démissionnent. Aujourd'hui, le président, il sait que s'il y a... C'est ce qui fait que les donc populations... Donc le président a répondu, par exemple, il a répondu. Certaines aspirations de certaines personnes. Bien évidemment, parce que... Et puis, moi, je pense qu'au prochain gouvernement, il faut espérer qu'il aille plus loin. C'est-à-dire? Je ne vais pas souhaiter, je ne vais pas faire des pronostics pour lui, mais aujourd'hui... L'ONS, la directrice générale de l'ONS a été indexée, c'est vrai, elle est responsable, mais il y a un responsable du portefeuille ministériel. Je ne vais pas souhaiter... Herman, est-ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau... Oui, c'est ce que je veux dire. Non, Herman, non, vous n'allez pas avancer rapidement. Herman, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes en train de nous dire sur ce plateau que dans le même sillage du limogeage, je disais le directeur, j'ai masculinisé le poste, mais c'est madame la directrice générale de l'ONS qui est partie.
Est-ce que vous voulez nous dire qu'il serait de bon aloi, selon vous, que le ministre en charge du sport puisse également partir? Mais je veux dire que ça, c'est... Le président même, il a donné des critères. Il a dit qu'il va le faire selon des critères de compétences, de gestion de certains dossiers. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est lorsqu'on a gagné aux élections locales, là, qu'on va sécuriser nos postes au gouvernement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quoi? On connaît quand même des portefeuilles ministériels dans lesquels il y a eu des manquements. La directrice générale de l'ONS, c'est juste un département du ministère des Sports. Elle prend la responsabilité puisqu'elle gère les infrastructures, mais la personne qui la met en mission, c'est le ministre des Sports. Moi, je vais revenir au-delà de ça. Il est important de dire que cette fois-ci, la question de remaniement et de changement d'institution, c'est le président lui-même qui informe cela. Donc, il met fin à toutes les supplications. Il n'a même pas délégué le secrétaire général de la présidence pour venir donner cette information. Il aurait pu le faire. Lui-même, il a tenu à le faire. Concernant le remaniement, il va s'en tenir aux critères qu'il a lui-même choisi. Donc, le ministère des Sports, donc on commence déjà par... Mais il y a d'autres ministères. Je pense bien que... Lesquels, par exemple? J'imagine que le président, il sait exactement les ministres qu'il a mis en mission, il sait ce qu'il leur demande de faire et je pense que c'est le bilan. Aujourd'hui, il y a certains ministres qui, dans ce gouvernement-là pour lesquels on ne fait même pas on ne s'imagine même pas comment les enlever parce qu'ils ont travaillé. Je prends par exemple, je préfère parler de ceux que j'estime qui ont bien travaillé. Le ministre des Transports, par exemple, avec les innovations. Il devrait rester selon vous? Selon moi, cela peut rester. Daouda a parlé pas de grands changements et ces ministres-là doivent pouvoir rester. Le ministre de la Construction, on a vu qu'il y a des bâtiments, des immeubles qui sont mal faits. Il essaie de faire certaines choses. Il y a plein d'autres ministères, par exemple de la ministre Anne Loto, de la fonction publique. Ces gens-là, il n'y a pas de raison qui puissent amener à ce que le gouvernement... le président allait retirer du gouvernement. Mais il y en a... Aujourd'hui, si j'ai dit d'autres noms, je ne vais pas rentrer dedans, mais vous serez... Vous avez commencé à dire des normes autant qu'il y a... Non, j'ai pris le cas de Bimpégué. Bimpégué, de la charge, je l'assume. Depuis le début, j'ai dit que le premier jour, quand ce scandale a commencé, il fallait que le ministre, qu'il soit en faute ou pas, qui démissionne, c'est juste de la responsabilité pour une question d'éthique. Aujourd'hui, la DG de l'ONS saute. On espère que on va aller plus loin. C'est plus élégant de le dire, Barry. Bon, moi, je pense que si vous regardez la trajectoire de gouvernance du président Alassane Ouattara, c'est que régulièrement, on se rend compte qu'après les élections, comme je l'ai dit, il y a toujours un remaniement, mais généralement, c'est léger. Comme Daouda l'a dit, il y a de grands événements qui nous attendent, il y a de grands travaux qui ont été lancés. Personnellement, je ne m'attends pas à un grand chamboulement, mais je sais que, par exemple, selon ma lecture, il y a un des ministres qui a perdu aux élections municipales à Yamoussoukro. Probablement, il fera partie de ceux Mais le président aussi a annoncé que le fait de gagner n'est pas gage de pouvoir rester. C'est là où j'allais en venir. Le président jette un dé dans la mare pour que chacun puisse s'interroger. Parce qu'il n'y a pas de garantie que je reste. Et c'est un message qu'il envoie à tout le monde. Donc, on n'est pas à l'abri aussi de certaines surprises. Peut-être qu'on s'attend à ce que X parte, mais il reste, mais c'est un autre qui s'en va. Revenant au limogeage de la directrice de l'ONS, je pense que c'était quelque chose de prévisible. Mais quand on voit le président Ouattara, c'est jamais quelqu'un qui prend une décision sur le chaud. Quand une affaire éclate, il ne prend jamais une décision immédiatement. Il prend le temps de la réflexion. Il prend le temps d'examiner et d'agir conséquemment. Je pense qu'il y a des personnes qui pensaient déjà que cette affaire-là était passée, mais il vient de nous apporter une réponse. Puisqu'au tout début, on nous a dit qu'il n'y aurait pas de sanctions. L'idée, en fait, c'est que c'est vrai, même si les gens ont dit qu'il n'y aurait pas de sanctions. Je veux dire, il le disait, le président de la République ne se laisse pas, en fait, avoir par comme ce que j'appelle généralement, le chant des loups, en fait, le cri des loups. Les émotions. Les émotions. C'est vrai que certains vont venir sur les plateaux, ils vont parler, oui, il faut qu'il démissionne, mais la seule personne à même de décider, c'est lui seul. Donc, il a laissé les gens parler, il a laissé les gens crier, tout et tout. Je suis sûr même que lorsque la directrice de l'ONS était limogée, il y a des gens même qui s'attendaient au départ de ceux à qui ils pensent. Mais bon, ils sont encore là. Ils pensent à qui? Ils pensent à qui? Mais n'empêche que je pense que, comme on le dit de façon claire, regardons. La question que tu as posée sur le cas des élections municipales ou régionales, mais quand ils jettent le pavé de la mare, c'est pas un gage. Ça veut dire que même si tu as gagné,
Mais après, peut-être, c'est pas un gage. Après 5 ans, 10 ans avec lui, tout, s'il estime que tu dois aller faire valoir tes compétences à un autre poste, tu vas y aller. De façon simple et claire, parce qu'on sert l'État n'importe où nous sommes. Mais je sais, connaissant l'homme, sachant que c'est un travailleur, et les chantiers qu'il a en cours, il n'y aura pas de grands changements. Sauf qu'autour de lui, et puis qu'on le dise clairement, peut-être que lui-même, il avait dit en son temps, il faut réduire le train de vie de l'État. Peut-être que c'est une façon aussi, il va diminuer le nombre peut-être de ministres pour essayer de diminuer le train de vie de l'État. Tout est possible avec le président, mais c'est lui seul qui décide. Nous, on ne fera que suppiter, discuter, analyser, mais au final, soit il va nous faire un croche-pied, mais on ne saura pas. C'est lui seul qui peut décider. Très bien, Barry. Revenons à la réduction du train de vie de l'État, je m'interroge en ce sens que j'ai vu la nomination de M. Kone Kafana comme haut représentant du chef de l'État. Je me demande avec rang de président d'institution. Je me demande bien quels sont ses cahiers de charges, parce que le président de la République a déjà son vice-président. Ça va être communiqué forcément, Barry. Le secrétaire général à la présidence. Mais je veux dire qu'au moment où on parle de réduire les dépenses de l'État, est-ce que ce n'est pas une nomination de trop, ce n'est pas une institution de trop? C'est la question que je me pose. Mais je sais sûrement que des détails seront donnés. On aura forcément le cahier de charges. Je pense qu'on n'a pas son décret d'attribution. Je suis sûr, comme elle dit, si on attend le décret d'attribution, on verra tout ce qu'il y a dedans. S'il y a doublon, comme dans certains, on va avec des institutions et des ministères, selon nous, parce que moi, lesquels par exemple? Non, je le dis, selon moi, le ministère de la bonne gouvernance et la haute autorité de la bonne gouvernance, pour moi, il y a doublon en fait. Est-ce que vous maîtrisez les cahiers de charges? Non, c'est pas une question. Non, pas que je maîtrise dans le fond, mais je pense que les deux luttent contre la corruption. Voilà. Dernièrement, il y a l'autorité de la bonne gouvernance qui a lancé son application Spatia pour lutter contre la corruption. En même temps, de l'autre côté, le ministère de la bonne gouvernance a lancé aussi une autre application. Je veux dire, pour moi, ça se chevauche. Si on peut les mettre ensemble, c'est pas mal. Très bien. Herman. Ils ont exactement, parce que j'attendais mon tour de parole pour le dire, ils ont exactement évoqué la question. Pendant qu'on souhaite, parce que vu les dépenses budgétaires, les budgets qui sont alloués à ces institutions-là, surtout quand on prend aujourd'hui pour qu'on puisse combler, on puisse assurer notre budget, on fait appel à la dette extérieure. Donc, ce que les Ivoiriens souhaitent, c'est qu'on réduise les dépenses. La vie de nos autorités, les dépenses, il faut qu'on puisse les maîtriser. Mais lorsqu'on voit que pendant que le vice-président est là, et pendant qu'il y a le secrétaire général de la présidence, et tout cela qui sont Herman, on l'a dit, on ne maîtrise pas encore les cahiers de charges. Mais le cahier de charges, c'est les attributions que le président qui nomme donne. Donc, c'est quoi? Quelle est cette attribution qu'on va confier à M. Kafana, qui est aujourd'hui président d'institution, donc qui va aller envoisiner un salaire de président d'institution avec tout ce qui va avec, et que ce premier vice-président ne peut pas gérer. C'est quelle c'est cette attribution? Non, moi je pense que... Non, laissez-moi terminer. Tout à l'heure, je vous ai suivi. Donc, il y a cela. Et au-delà de ça, aujourd'hui, même si on s'imagine que les institutions comme la grande chancellerie, je ne dis pas grande chancellerie, le grand médiateur, tout cela, c'est important, vu l'objectif de réduire les dépenses, on peut mettre fin Selon vous, ils n'ont pas leur importance ici en Côte d'Ivoire? Moi, je pense que le médiateur, le grand médiateur, je ne dis pas... Qui a quand même son importance, Herman. Oui, bon, j'imagine, mais on peut s'en passer. Le Sénat aujourd'hui, qui est une grande chambre, la haute chambre du Parlement, on pouvait se limiter à l'Assemblée nationale. La Côte d'Ivoire a vécu longtemps avec l'Assemblée nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a 199 sénateurs qu'il faut prendre en charge. C'est un gros budget. C'est une institution qu'on a créée, qui est budgétivore, qui joue le même rôle, plus ou moins, que l'Assemblée nationale. Donc, on pourrait Selon vous, le Sénat n'a pas son rôle en Côte d'Ivoire, c'est ça? Le bicaméralisme, c'est pas rentré, c'est dans la Constitution. Et dès l'instant que c'est constitutionnel, on a vécu pendant des années ici, des décennies, mais ce n'est pas parce qu'on a vécu pendant des années dans ça qu'on ne peut pas évoluer. Mais je n'ai pas dit qu'on ne peut pas évoluer. Le Sénat a forcément sa mission, son travail à faire. Mais est-ce que lorsqu'on n'arrive pas à supporter nous-mêmes nos dépenses en termes de budget, nos dépenses en interne, et qu'on fait appel à la dette extérieure,
est-ce qu'on a besoin forcément de ces institutions qui sont budgétivores, de ces structures qui sont budgétivores? En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est constitutionnel. Et c'est le fait que c'est calé dans la Constitution et que les Ivoiriens eux-mêmes se sont levés. Il faut aller voter oui à cette nouvelle constitution. C'est pour cette raison que le bicaméralisme est venu et que c'est pour cette raison qu'il y a eu le poste de vice-président. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas t'asseoir sur un plateau pour dire que c'est budgétivore. S'il te plaît, Herman, tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas te permettre de venir sur une télévision pour dire que non, c'est budgétivore, pour dire non, ça n'a pas son sens à jouer. D'autant plus que ce soit, comment on appelle ça, il joue pratiquement le rôle il surveille le budget de l'État, des ministres et autres. Je veux dire, il y a 2 chambres. Les députés font ça et après, on va discuter ça au Sénat. Si on tombe d'accord, il représente le peuple de Côte d'Ivoire, Herman. Donc tu ne peux pas décider de dire... Il ne peut pas m'interpeller. Non, je ne débat pas avec toi. Hein. Je juste dis mon point, en fait. Barry, voilà. et ensuite, on va terminer. Oui. Moi, je pense que les deux, au fond, ils disent la même chose. Ils ne disent pas forcément Herman exprime le regard du citoyen qui pense peut-être qu'il ne comprend pas réellement. Je ne dis pas forcément Herman, mais je dis que le citoyen lambda peut se poser des questions. Mais une fois que c'est dans la Constitution, je vais en venir. Les citoyens, beaucoup de personnes, quand vous discutez dans la rue, ne savent pas à quoi sert réellement la Constitution. Là aussi, c'est la responsabilité des députés qui sont les élus qui légifèrent, qui doivent expliquer ça, à leur population, voici ce qu'il y a dans la Constitution, voilà. Mais il n'y a pas cette éducation. Sinon, c'est que Daouda dit, il a réellement raison parce que c'est constitutionnel. Et pour que ça puisse être modifié, je pense que c'est soit le président de la République ou bien l'Assemblée nationale qui peut essayer de faire des propositions pour qu'on amende la Constitution. Si on n'a pas amendé la Constitution, il n'y a pas possibilité de supprimer. Il n'y a pas possibilité de supprimer le Sénat. D'amender la Constitution. Herman, rapidement, on termine sur la question. Mais ce que je disais, on dit tous la même chose. Les projets de loi, les propositions de loi, ça émane des gens. La volonté politique, c'est ça qui est l'idée principale dans une action gouvernementale. S'il y a de la volonté politique, on peut même, de la même manière on a décidé d'insérer ces genres d'articles dans nos constitutions, on peut les enlever. Si on pense que la Côte d'Ivoire a les moyens de partir avec ce train de vie de ces autorités, on y va. Mais seulement que lorsqu'on parle, parce que c'est le même budget, quand tu prends par exemple 99 sénateurs, dont le rôle pouvait être joué par l'Assemblée nationale, parce qu'on a vécu longtemps ici sans ça. 99 sénateurs, c'est au bas mot une certaine prise en charge chaque année. Mais cet argent-là, on pouvait faire une maternité, une couveuse. Mais qu'est-ce que vous voulez? Non, je te donne la situation en fait. Je prends même la question, le cas des ministres-gouverneurs. À quoi ils nous servent? Il y a des présidents de conseils régionaux. Ça, je suis d'accord avec toi. Toutes ces choses-là, c'est tous ces mécanismes. Laissez-moi terminer. Je sais que ça vous donne de l'appétit pour parler, mais laissez-moi terminer. C'est tous ces éléments-là que le citoyen lambda regarde. Pendant que lui, sa popote diminue son panier de la ménagère, il n'arrive pas à le supporter. Et puis, il y a ces trains de vie. Alors, parce on retient, vous savez bien ce qu'on dit. On retient qu'Herman estime que dans la configuration et dans le mapping en fait, de nos institutions, il y a certaines, selon lui, qui ne devraient pas exister. Il faut quand même noter que certaines ont leur ancrage dans la Constitution, comme on l'a dit. Donc, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Le débat ici, c'est le remaniement potentiel, le remaniement plausible du ministère, du gouvernement. Du ministère, Daouda. Non, du gouvernement. Si vous voulez dire le ministre des Sports, c'est ça? S'il vous plaît, messieurs. C'est le remaniement en fait, du gouvernement dans quelques jours. C'est ça qui est à l'ordre du jour. Et je pense clairement que c'est une bonne chose. Le ministre de l'Agriculture aussi. Peut-être le ministre de l'Agriculture, le ministre du Transport, il peut partir. Il y a la crise du riz. Oui, il y a la crise du riz. Vous faites des supputations. Le président de la République seul a le dernier mot. Et je pense que dans quelques jours, on aura donc... Je sens qu'Herman, il a beaucoup fait. Il parle d'appétit, tout ça. Dans quelques jours, comme on le dit, la liste des ministres retenus pour ce gouvernement-ci sera livrée par le président de la République. Essayons d'ouvrir, messieurs, l'angle. On va toujours rester dans l'ancrage du sport avec Herman. C'est un angle qu'il apprécie beaucoup. On va rester avec la sécurisation de la CAN, les frontières nord qui seront sécurisées par des drones, en espérant que cela sera évidemment implémenté sur toutes les autres frontières, Barry. Oui, la sécurisation des frontières nord, il faut souligner que nous sommes dans une zone où
il y a la conflictualité autour. Je veux dire qu'au Burkina, au Mali, qui sont les pays frontaliers du nord de la Côte d'Ivoire, traversent des crises sécuritaires que nous savons tous. Donc aujourd'hui, la surveillance des frontières passe beaucoup par la technologie. Parce que les hommes ne peuvent pas tout couvrir. Donc la technologie vient en appui des œuvres humaines. Donc pour moi, c'est à saluer parce que ça permet de contrôler les frontières. Mais au-delà des frontières, il y a aussi les villes stratégiques où il y aura des matchs de la CAN. Je pense que là-bas aussi, il ne serait pas inutile de placer des drones pour surveiller, comment dirais-je, le trafic autour des stades, le transport des supporters et la sécurité elle-même. Tout ça participe à la sécurité de, mais en fait, de la CAN. Au-delà même, je veux dire, c'est vrai que lui, on parle tout à l'heure de la CAN, mais disons, Christelle, que depuis 2019 même, l'État de Côte d'Ivoire avait lancé ce qu'on appelait frontières étanches. Tout à Parce fait. qu'on est enclin, depuis la chute de Muammar Kadhafi, pratiquement en 2010-2011 en Libye, la zone sahélienne est enclin à un terrorisme qui est très fort. Donc, on partage plus de 1100 ou 1500 km de frontières avec le Burkina et le Mali. Or, aujourd'hui, on a une érection de républiques de capitaines et de colonels qui n'arrivent pas à juguler leur terrorisme en interne. Donc, finalement, il faut que nous, en tant que pays responsable, je pense que c'est ce qu'ils ont fait en 2020, ils ont envoyé des troupes aux frontières pour les sécuriser. Mais aujourd'hui, quand on regarde la CAN qu'on a dans 100 jours, la Côte d'Ivoire va accueillir le monde pour la CAN de l'hospitalité. Je pense qu'il est tout à fait normal que l'État de Côte d'Ivoire mette à la disposition du service de sécurité des drones, des appareils de dernière génération, de sorte à sécuriser les gens parce qu'il y aura 24 nations qui seront ici, mais au-delà de ces 24 nations, une grosse il y aura responsabilité. d'autres nations qui seront ici. Donc, sincèrement, j'ai envie d'applaudir de tout mon corps, en fait, cette initiative, en fait. Sur le point des drones, sur le côté nord, ça nous permettrait également, est-ce que cela nous permettra de pouvoir maîtriser la limite, Barry? Le nord, d'abord, c'est une zone militaire spéciale. Ça a été décrété à cause de justement ce qui se passe au Mali et au Burkina. Il y a de gros moyens militaires qui sont mis à disposition, bien sûr. Au niveau des forces spéciales, au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée même. Donc déjà, l'État fait des efforts pour essayer de contenir, comment dirais-je, de potentielles traversées des frontières par les promoteurs de la criminalité, que j'appelle djihadistes en fait. Donc l'État fait ce truc-là. Mais les frontières en Afrique, ce sont des frontières qui sont difficiles à contrôler. En ce sens que, généralement, des deux côtés des frontières, vous vous retrouvez avec des populations qui sont proches culturellement. Donc, vous verrez un Ivoirien ici qui a peut-être son cousin de l'autre côté de la frontière. Donc, il faut aussi intégrer le facteur population, les populations civiles dans le cadre du contrôle des frontières. Parce qu'on voit déjà qu'il y a déjà même 2 gendarmes qui ont été interpellés, vous l'avez dit hier. Justement, c'est ça que je parlais. Quand on sécurise les frontières, est-ce que cela nous rassure qu'on n'aurait peut-être plus d'agents? Des problèmes de frontières? Des problèmes de délimitation? Non, il n'y a aucune garantie. C'est vrai qu'il n'y a aucune garantie, mais comme vous l'avez dit, nous sommes dans un contexte assez particulier. Et avec cette sécurisation-là, on pourrait peut-être rassurer les Ivoiriens qu'on n'aurait pas certaines... Des infiltrations? Non, pas d'infiltration, mais nous qui allons peut-être oublier la délimitation, nous retrouver encore en territoire voisin. La sécurité aussi, c'est le dialogue. Il faut que, de part et d'autre, des deux côtés des frontières, il faut que les gens soient dans des dispositions... qui appelle au dialogue en ce moment? Je veux dire qu'il faut être dans des dispositions de discuter. Parce que quand on voit certains corps habillés, je veux dire les gendarmes qui ont traversé la frontière, ce n'est pas la première fois. C'est arrivé par le passé. On a retrouvé des policiers maliens ou des policiers burkinabés ou des gendarmes maliens ou des gendarmes burkinabés. Pas le même contexte, Barry. Non, mais même récemment, il y a une information qui est sortie qu'il y a un policier malien qui a été interpellé. Un militaire, La gestion, le dialogue a fait que les autorités compétentes se sont renseignées pour savoir réellement est-ce que ce monsieur-là, il est militaire malien. Et oui, il est militaire malien. On l'a remis aux autorités. On n'a pas besoin de faire du tapage diplomatique, du tapage politique. Principalement, Barry? C'est récent. Je n'ai pas la date exacte, mais ça doit être récent. Très bien. Alors, Herman voulait intervenir sur la question. Non, bon, je pense que... Et ensuite, vous allez me dire, pourquoi on se concentrerait sur le nord et les autres frontières?
Non, mais comme Daouda l'a souligné, le Nord aujourd'hui, avec la longue distance en termes de kilométrage qu'on partage avec nos pays voisins, notamment le Mali et le Burkina, on sait ce qui se passe là-bas. C'est des jeunes qui sont au pouvoir là-bas, donc qui ne sont pas forcément en bon accord, en bonne confraternité avec le régime d'Abidjan. Donc, je pense que le président est responsable en faisant en sorte que la zone nord soit sécurisée. Donc moi, au-delà de la question des drones qu'on achète et autres, c'est bien, mais depuis 2002 quand même, les drones, c'est une technologie qu'on a utilisée depuis la rébellion de 2002. Donc je veux dire, on est aujourd'hui 2002, 21 ans. Mais il y a une évolution, après, une technologie de... Quand même, oui, mais en même temps, quand même, on aurait pu, puisqu'on voit aujourd'hui que ces outils de nouvelles technologies sont importants dans tous les systèmes de sécurité. Il faut pouvoir les maîtriser. Aujourd'hui, on importe, on achète ailleurs. Il faut que la Côte d'Ivoire, qui quand même met en congé des élèves et étudiants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pendant la CAN, ça veut dire qu'on doit pouvoir aujourd'hui avoir aussi nos propres drones, penser à cela. Et j'imagine que les différentes écoles d'excellence qu'on envoie partout, on travaille à ce que ces établissements-là puissent faire en sorte qu'on ait des outils de haute technologie comme les drones. Très bien. Pour mais information, on va chercher à toujours les importer. Pour complément d'information, le militaire malien a été appréhendé à Tangrela le 27 septembre et remis aux autorités de son pays, le Mali, le 29. Donc on constate la célérité avec laquelle l'État de... Herman, je vous en prie. On constate... J'oublie souvent qu'on est Herman, je vous en prie. Allez-y, allez-y. On constate donc la célérité avec laquelle le gouvernement de Côte d'Ivoire a traité de ce dossier afin de remettre ce militaire malien donc, aux autorités de son pays. Daouda. En fait, ce que j'aimerais dire juste à Herman, quand il dit que l'État de Côte d'Ivoire pourrait produire ses propres drones au lieu de les importer, en fait, je vais dire que là, tu analyses comme un sème d'esprit, en fait. C'est pas trop fort. Peut-être c'est fort. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes dans le monde, quels sont les pays qui font de l'armement? Et ces drones qui ont été acquis par l'État de Côte d'Ivoire, c'est des drones armés, en fait. Est-ce que la Côte d'Ivoire, ou bien beaucoup de pays même qui sont dits développés, sont puissants en termes d'armement pour avoir ces drones-là? Donc, je veux dire, on est sur un plateau de télévision, il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce qu'on veut faire plaisir, pour dire oui, mais on ne peut pas. On n'a même pas la technologie. Donc là, on est face à une situation de terrorisme à nos frontières. Il faut forcément Il faut se protéger d'abord. Et dans la protection, je pense que tu aurais pu dire, par exemple, dans la perspective, dans 10 ans, dans 15 ans, on peut. Mais là, actuellement, pour parler de façon triviale, on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. On est face à une situation de djihadistes qui peuvent nous attaquer. On a une CAN qui arrive dans 100 jours. Et généralement, tous les pays où il y a de grandes compétitions, les djihadistes ont tendance à mener des attaques dans ces coins. Donc, je veux dire, il ne faut pas dire ça. On va dire que Dieu l'interdit. Déjà, je note que tu aimes beaucoup l'expression triviale, c'est bien, c'est à ton. Mais ce que je veux dire, toi qui as un esprit assez, qui est grand d'esprit, il faut savoir que j'ai même situé le contexte et la période. J'ai dit depuis 2002, j'ai même indiqué ici que ça fait 21 ans. Si on avait fait un début, ce que je dis, ce n'est pas pour dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on importe les drones. Mais il faut qu'il y ait un commencement à cela. Très bien. À quel moment on va commencer à mettre nos étudiants et autres là. Donc c'est à planifier. Vous savez, non, je vous prends un exemple. Les pays que vous appelez les pays qu'on connaît, les pays d'armement, de grand armement et autres là, ils ont commencé un jour. Mais le problème, c'est que quand on évoque ces genres d'idées-là, vous qui jouez les grands intellectuels de quartier, c'est ça que je pourrais le dire ici, vous oubliez que je pense qu'on est devant toute chose, il faut qu'il y ait un commencement. Et c'est ce commencement que nous, sujet, on indique ici. Mais on ne vient pas faire ici. C'est pas le moment. On a bien compris, s'il vous plaît, messieurs. On a bien compris votre point, Herman. Je pense que Daoud a également bien compris, les téléspectateurs également ont bien compris, c'est dans la planification. On avance, messieurs. Merci, Safo. Oh mon Dieu, c'est pas facile, on va y arriver. Daouda, je pense que vous avez des choses à nous dire concernant les chiffres. Les chiffres. Oui. Je parle 20 000. Aujourd'hui, je suis à 20 000 francs. Herman, quand je dis 20 000, à quoi tu penses? Mais déjà, je crois que ça peut. Herman, on vous a posé une question, répondez à la question. 20 000, c'est, je pense, de l'argent. L'argent. Ça peut me permettre de partir à San Pedro et puis revenir. Ouais, ben, à Bassam aussi, tout près. Et toi, 20 000? Forcément de l'argent. Et toi, 20 000? 20 000, peut-être, je dirais, les enfants de la rue.
Voilà, bravo Barry. 20 000, c'est bien Alors, le nombre d'enfants en situation de rue en Côte d'Ivoire. Très bien. Et restez avec nous, restez connectés parce qu'après le journal avec Sharon, vous aurez le détail de ce que Daouda a à nous dire. À tout à l'heure. Merci de votre fidélité au Grand Talk. C'est la dernière de la semaine. On a eu la pause info et on revient à Daouda. Tout à l'heure, il nous a fait un petit teasing sur sa chronique, le chiffre du jour. Il nous posait la question, savoir s'il nous fait penser, s'il nous demande... 20 000, le chiffre 20 000. Et moi, j'ai dit, je pense à de l'argent. À de l'argent, je sais que tu es une femme. Toutes les femmes, elles aiment l'argent. Je le sais. Herman aussi, il commence à ressembler à une femme, il commence à aimer l'argent. Sauf Barry qui a trouvé. Eh bien, je vous disais tantôt que les 20 000, c'est le nombre d'enfants en situation de rue en Côte d'Ivoire. Ces chiffres sont les estimations du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ces 20 000 enfants identifiés sont souvent victimes de violences, d'exploitation et de maltraitance. Souvent, ils sont exposés à de la délinquance et à une consommation accrue de drogue. Face à cet état des faits et à ce phénomène, l'État de Côte d'Ivoire a lancé un plan d'urgence de 1,2 milliard de nos francs CFA. Un plan qui s'étend sur 10 mois et qui ambitionne en fait de sortir ces 20 000 enfants de la rue en vue de leur réinsertion sociale. Quand on dit plan d'aide de 1 milliard, je suis sûr que chacun de vous dira oui, c'est une bonne initiative. Moi-même, je le dis, c'est une très bonne initiative, mais j'estime que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il faut s'attaquer réellement au problème profond de ce phénomène, qui n'est autre que la pauvreté, la violence, la maltraitance et la paupérisation de la vie. Donc, il faut qu'on s'attaque à ce problème. Mais il est clair que si la question de la protection de l'enfance est une situation qui incombe à l'État de Côte d'Ivoire ou au gouvernement, il n'en demeure pas moins que les familles et les associations et même les citoyens lambda ont aussi un rôle à jouer. L'État, lui, il a un rôle à jouer au niveau de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, mais les familles elles-mêmes, elles doivent en fait éduquer leurs enfants dans un environnement stable, leur donner une éducation et de l'affection sans faille. En ce qui concerne la question des associations, ces associations en fait, peuvent apporter leur aide en faisant de la prévention pour la protection de l'enfant, ce qui est important pour tout le monde. Mais que ce soit vous, Christelle, toi, Eman, ou chacun d'entre nous, si on ne peut pas faire tout cela, on peut faire des dons aux organisations en fait, qui aident à la protection de l'enfant, ce qui est important pour nous tous. Comme vous le savez, vous pouvez tout faire. Il est possible d'aider ces enfants-là. La protection des enfants est de la responsabilité de nous tous. Car il faut le dire, dans la rue, dans le ghetto, il y a des gens qui sont affamés. Il y a des gens qui sont assoiffés. Il y a des filles qui se sont prostituées pour avoir du blé. Donc, vous l'aurez compris, dans le ghetto, il y a des gens qui sont affamés. Dans le ghetto, il y a des gens qui sont assoiffés. Dans le ghetto, il y a des filles qui se prostituent pour avoir de quoi manger du pain, pour quoi manger de la ticket. Donc, clairement, chaque geste compte. Chaque geste est important. Aussi petit soit-il, chaque geste a son importance. Donc, monsieur Herman, Christelle, Titi Elogne, Dominique Yaba, Manassé Karamoko, Roméo, vous qui êtes là-bas chez vous, jouez votre partition. Il est de notre responsabilité à tous de jouer notre partition dans la protection de l'enfance. Quand ce n'est pas seulement l'État qui doit tout faire, c'est la population ivoirienne qui doit faire cela pour que notre société soit une belle société avec des enfants en bonne santé, bien éduqués, pour qu'on puisse pouvoir construire, aménager des drones armés en Côte d'Ivoire. C'est possible, Herman. Merci Daouda. Alors, il faut quand même saluer les images. Madame la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Madame Nassénéba. J'oubliais tout à l'heure. Voilà, qu'on voyait tout à l'heure, pardon. C'est un des membres du gouvernement que j'estime qui travaille bien. Et qui devrait rester, si je parle. Qui devrait rester, voilà. Très bien. Pas de raison que ceux qui travaillent bien restent. Revenons à ce que je disais, les images sont très touchantes. Hein, et pendant la chronique de Daouda, j'ai été vraiment remuée de voir toutes ces images. En même temps, il faut être sûr d'être prêt pour faire un enfant. Parce qu'un enfant, c'est toute une responsabilité. Ensuite, comme il a dit, si vous vous remariez ou si vous avez un autre ou une autre compagne, il faut faire en sorte que l'enfant puisse rester dans de bonnes conditions
pas qu'il soit poussé à sortir et aller se chercher. Et ces images-là me touchent particulièrement. Ces images, c'était à Angré au Carrefour Bluetooth où elle a sorti une centaine d'enfants de la rue parce qu'ils ont construit des centres de transit pour les enfants de sorte à ce qu'ils soient pris en charge par des assistants au niveau social des psychologues. Il faut applaudir le gouvernement. Mais je veux dire, même s'ils ont fait cela, ce n'est pas ça. La solution est bonne. Il faut aller plus loin. Déjà, il faut applaudir cela. Il faut que chacun de nous mette la main à la pâte. Merci beaucoup Daouda pour cette belle chronique. Nous avons sur notre plateau M. Djebidje, je dis monsieur honorable. Djebidje Vami Olivier, candidat indépendant à la mairie de Zenoula. L'homme a perdu ces élections-là et il estime que le candidat qui a gagné a plutôt été nommé. C'est le candidat RHDP qui a gagné. Vous l'avez dit hors antenne, et je le répète pour que tout le monde puisse avoir un peu ensemble mettre les pieds dans le pied. Vous avez dit qu'il a été nommé par le RHDP. Est-ce que votre assertion n'est pas trop forte, monsieur? Et sur la base de quoi vous pouvez annoncer que le parti au pouvoir puisse nommer quelqu'un lorsqu'on parle d'élection? Honorable. À partir du moment où on a constaté d'énormes irrégularités en mesure d'entacher la sincérité du scrutin, et en dépit de tous les éléments qu'on a soumis lors d'un recours qu'on a effectué, et que le droit n'a pas été dit... Et votre recours a été évidemment refusé. A été rejeté. Rejeté, pardon. Rejeté. En dépit des éléments, des preuves, des pièces, des PV de l'huissier, des enregistrements, des témoignages. On va l'aborder tout à l'heure, on va rentrer dans les détails, je vais vous expliquer un peu toutes les irrégularités qu'on a pu constater depuis très longtemps. Et d'ailleurs, même pour la petite histoire, il faut savoir que le candidat du RHDP que j'avais battu déjà en 2018 lors des précédentes élections municipales, étant absent avec certains conseillers de manière récurrente aux conseils municipaux, j'avais le conseil municipal et moi-même avons demandé sa radiation parce qu'il y avait un problème de quorum. Et nous avons informé le préfet pour action à prendre en conformité de la loi 2012-1128. Il était décidé, normalement, si la loi avait été appliquée, qu'il ne pourrait pas être candidat pendant au moins 10 ans. À notre grande surprise, il se trouve que ce monsieur a été le candidat à la tête de liste du RHDP. Qui vous fait dire qu'il y aurait manipulation? Déjà, mais en plus de ça, ce monsieur que j'ai battu aussi lors des élections législatives en 2021 et qui avait déjà fait beaucoup de fraude et même qui a contesté ma victoire au niveau du Conseil constitutionnel et qui a été débouté parce qu'il avait fourni des faux PV. Donc, normalement, usage de faux, même si je n'ai pas la preuve que c'est lui qui a confectionné ces faux PV, mais il a fait usage de faux. Normalement, selon la loi, il aurait déjà dû être poursuivi. Surtout que, même si moi, je n'ai pas porté plainte, je pense que dans ces grandes institutions, il y a le parquet qui était à même de... Et tout ce que vous affirmez peut être prouvé, n'est-ce pas? Bien sûr, je ne vais pas m'arrêter sur un plateau en direct devant une chaîne d'envergure nationale pour venir faire des allégations. Une chaîne internationale. Donc, j'ai pris le soin d'apporter tous les éléments de preuve. Les éléments de preuve, les PV d'huissier. Herman, allez-y. Une question qui va certainement vous permettre de développer. Qu'est-ce que vous avez constaté le jour du scrutin? Le jour du scrutin, déjà, il faut savoir qu'en violation de l'arrêté, je n'ai pas l'arrêté sous les yeux, de l'arrêté qui a été pris, l'arrêté de réquisition, qui avait été pris... Allez-y, développez. En dépit, il y a un arrêté de réquisition qui avait été pris, réquisition des fonctionnaires et des agents de l'État et assimilés, afin que en vue des élections communales, sénatoriales et régionales. Et déjà, lors des formations au niveau de la CEI, il y a beaucoup de fonctionnaires qui s'étaient déjà plaints, qui n'avaient pas été convoqués pour faire partie des membres des bureaux électoraux. Donc j'avais déjà informé le corps préfectoral et à notre grande surprise, à l'ouverture des bureaux, on m'informe que dans plusieurs bureaux de vote, dans près de 15 bureaux de vote, et on n'en a pas beaucoup, il n'y en a que 49, mais dans près de 15 bureaux de vote, on a découvert des militants du RHDP, des étudiants, des acheteurs de produits, des mécaniciens qui étaient des agents de bureau de vote. Donc déjà, il y a une anomalie. Et ils ont les preuves de ce qu'ils ont affirmé. Je vous ai dit qu'on a fait un constat d'huissier. J'ai informé directement les autorités préfectorales, j'ai informé directement le superviseur central de la CEI et rien n'a été changé. Ça, c'est déjà pour le 2 septembre.
Ensuite, on me signale dans les corridors qui étaient normalement tenus par les policiers la présence de Dozo. Moi, j'avais déjà eu des intimidations de Dozo qui passaient dans ma rue, devant ma résidence, pendant toute la campagne électorale. Mais des corridors qui étaient tenus tout le temps par des policiers. Ce jour-là, à ma grande surprise, on découvre des Dozo. J'informe encore Madame le préfet, j'informe les autorités préfectorales, on déporte les gendarmes, on les fait déplacer et à midi, et les autorités policières de la région. De la région. Très bien. Ensuite, alors qu'il avait été convenu que selon la loi et le code électoral, que pouvaient prendre part au vote que les personnes munies d'une carte d'identité valable ou d'une carte d'électeur, et que ça avait été même confirmé lors des réunions consensuelles qui avaient été faites avec le corps préfectoral, la commission électorale et tous les candidats, en plein vote dans les bureaux concernés où justement il y a des personnes non fonctionnaires qui étaient dans ces bureaux de vote, on laisse voter des personnes avec des certificats de nationalité, où il n'y a pas de pièce d'identité, avec des récépissés de cartes d'électeurs. Alors que dans les villages, des personnes qui avaient des cartes d'identité qui étaient peut-être plus valables, on les empêchait de voter. Donc, je veux dire, ça c'est... Tous ces éléments-là ont été consignés par un PV de commissaire de justice, parce qu'on s'attendait depuis déjà le processus électoral lors de l'affiche provisoire, l'affichage des affiches provisoires, des listes provisoires. Elles ont été arrachées quelques heures après leur affichage. Moi, je suis candidat indépendant. Je me suis rendu plusieurs fois à la commission électorale indépendante pour demander d'avoir accès à la liste provisoire. Parce que quand vous avez affaire à des gens qui ont fraudé pendant 2 fois et que vous avez battu déjà, vous êtes sur vos gardes. Et on m'a fait savoir que, n'étant pas ne faisant pas partie d'un parti politique, je n'avais pas droit à la liste provisoire. J'ai même demandé à mes amis du PPAC et du PDC, ils ne m'ont même pas fourni la liste provisoire. Et voilà que, lors du scrutin, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas voter parce qu'ils ne sont plus sur la liste électorale. Très bien. On va s'arrêter là pour... Mais là, ça c'est un point important, mais on en reviendra. Bon, allez-y, terminez, donc, puis on prend quand on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient parce qu'ils avaient disparu subitement de la liste électorale, on a regardé sur Internet, les réseaux étaient coupés, mais dès qu'on a eu le réseau, on s'est rendu compte que ces personnes ont été, à leur insu, déplacées du bureau de vote. Et c'était pas quelque chose de marginal, ça commençait à être substantiel, parce qu'on nous appelait de tous les villages pour dire « Ah, on n'est plus sur la liste électorale ». Après les élections, j'ai fait une analyse, j'ai fait un pointage de la liste. Vous nous dites là, sur ce plateau, que des citoyens de Côte d'Ivoire, donc de votre région, de ma région, là, sont allés voter, mais n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste électorale. Et après, recherche, parce que quand on a pris leur nom, ils avaient une carte d'électeur, on a pris le numéro de la carte d'électeur, on regarde sur les sites de la CEI, ils ont été sortis de la localité, sortis de la circonscription, ou emmenés d'un bureau de vote à plus de 15 km de leur lieu de vote habituel. Et je peux vous dire, après les élections, quand j'ai pris la liste permanente, je suis allé imprimer la liste de 2020 et j'ai fait un rapprochement, ça a touché près de 20% du suffrage exprimé. Donc je vous parle de près de plus de 1000 personnes. Et ça, ces pointages, je les ai donnés. J'ai fait un pointage à la main. J'ai soumis tous ces éléments au Conseil d'État. Très bien. Est-ce que ce problème-là de déplacement d'électeurs, est-ce que ce n'est pas vous les politiciens qui êtes à la base de ce problème? Je m'explique, pour que vous compreniez mieux. Quand on regarde qu'il y a des élections et qu'il y a des candidats qui se permettent de déporter des électeurs pour les envoyer dans un autre lieu, est-ce que quelque part ici, le fait que vos électeurs soient sortis de votre zone de confort, vous vous retrouvez à 15 km, est-ce que ce n'est pas du fait d'autres acteurs politiques? Vous parlez donc d'une pratique habituelle. D'une pratique, et que votre collègue Assalé Timokwa a décrié. N'essayez pas d'embrouiller. On sait ce que c'est que la transhumance. Moi, je vous parle des personnes. D'ailleurs, il y a plusieurs groupes d'électeurs qui ont porté plainte même au Conseil d'État. Mais est-ce que c'est possible, oui ou non? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que des candidats déportent des gens pour les faire voter ailleurs? Mais pour qu'on vous change de bureau de vote, il faut que vous, personnellement, allez en faire la demande physiquement. Personne ne peut aller vous inscrire sans votre présence physique. Alors, est-ce que, justement, Barry, allez-y, donc c'est impossible ce que vous dites. C'est impossible. Si on vous a déplacé, c'est que c'est vous-même qui avez demandé d'être relocalisé. Vous avez fourni un certificat d'hébergement ou bien, je ne sais pas comment, des résidences, un certificat de résidence. Et vous retrouvez donc 20 000 personnes pourraient fournir... J'ai dit plus de 600 personnes que moi j'ai identifiées dans la moitié des bureaux de vote que moi j'ai pointés pendant 3 jours. Parce que le recours, il fallait préparer le recours. Parce que là encore, dans la forme, le président de la République prend une ordonnance basée sur une loi
d'habilitation, une loi de finances d'habilitation qui est censée permettre de prendre des ordonnances que dans les cas de figure économiques ou financières, je ne vois pas en quoi des élections municipales ou régionales sont d'ordre économique ou financier. Ça, je ne comprends pas. Donc déjà, même dans la forme, il y a beaucoup de problèmes. Et on va aller étape par étape, honorable. Barry, allez-y. Honorable, à qui est-ce que vous imputez tout cet acte que vous avez dénoncé là? Mais j'impute ça au parti au pouvoir, le RAGP, puisque c'est le candidat du RAGP que manifestement, le RAGP et la CI locale, parce que je ne veux pas dire la CI globale, mais maintenant, ce qui me fait peur, parce que moi j'ai eu foi en la justice, lorsque vous apportez des preuves matérielles, parce que ce n'est pas des allégations, puisque ça a été constaté par commissaire de justice, et qu'on a des enregistrements, et qu'il y a tellement de faits, il y a au moins 8 points si vous voulez, ou au moins 10 points si vous voulez, je vais tous les énumérer. Quand vous apportez ces preuves, même surtout en violation de la Constitution qui consacre quand même le droit de vote, qu'à votre insu, on vous déplace sans vous informer de votre bureau de vote et qu'en amont, en temps, on déchire les listes provisoires pour ne pas que vous puissiez observer ça, notifier ça. Mais ça, c'est grave. Et je crois que ce n'est pas seulement à Zuna qu'on a eu à constater ça, parce que j'en ai entendu parler, parce qu'il y a des gens ici... Vous en avez entendu parler où encore? À Cocody. Les dispositions... Sauf que moi, j'ai fait le pointage. Moi, j'ai matérialisé ça. C'est-à-dire, j'ai pris la liste. Qu'est-ce que vous avez entendu de Cocody, s'il vous plaît? Permettez. Qu'est-ce que vous avez entendu? Expliquez bien aux téléspectateurs. Ma propre sœur est partie voter dans son lieu habituel qui était indiqué sur sa carte d'électeur. Quand elle est arrivée, on dit non, elle n'est plus dans ce bureau de vote, elle est dans un autre bureau de vote, on l'a baladée, mais elle voulait tellement voter, elle a regardé sur Internet. C'est toujours sur Cocody, n'est-ce pas? Bon, elle est restée toujours sur Cocody. Mais moi, en l'occurrence, il y a des gens qui sont allés à Boaké, il y a des gens qui sont allés en sous-préfecture, il y a des gens qui sont allés à Goïta. Et vous avez constaté ça le jour du vote? On a constaté ça le jour du vote. Très bien, Herman. Moi, ma question, les dispositions du jeu électoral prévoient, vous autorisent à avoir des représentants dans chaque bureau de vote. Quel est le rapport que vous ont fait vos représentants dans les bureaux de vote? Écoutez, quand un représentant du candidat du RAGP qui a été filmé à son insu appelle ses partisans à rester sur les lieux de vote après leur vote pour intimider. Quand vous avez des il a dit nommément dans une vidéo, rester pour intimider. Non, il n'a pas dit pour intimider, mais qu'est-ce qu'ils vont faire sur les lieux de vote alors qu'on a donné Qu'est-ce qu'il a dit concrètement, puisque vous avez la vidéo? Il a dit concrètement, après avoir voté, rester sur les lieux de vote. Mais est-ce que faire quoi? Est-ce que c'est interdit par la loi? C'est interdit par la loi, c'est interdit. Le préfet, les membres de la commission électorale indépendante ont dit, une fois que vous avez fini de voter, vous devez rentrer chez vous. Vous n'avez plus rien à faire sur les lieux de vote. Donc, selon vous, le fait de rester... Mais c'est pour intimider. On a été intimidés. Je vous dis qu'il y avait des dozos présents en ville. Il y avait des transports de camions. Malheureusement, ça, moi, je n'ai pas filmé, mais j'ai été témoin. Je vais vous donner encore une autre anecdote. Je vais voter dans mon bureau de vote. Le délégué départemental du RAGP me menace sous prétexte que le processus de vote prend trop de temps, je reste trop de temps dans le bureau de vote, alors qu'ils sont en train de contrôler. Est-ce que vous n'êtes pas un peu alarmiste? Alarmiste? Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Concrètement, il dit, mais qu'est-ce que je fais dans le bureau de vote que si je ne sors pas vite, il va me faire sortir, et que d'ailleurs même, si je fais attention, je ne vais pas quitter la ville aujourd'hui. Mais ça, c'est devant les policiers. Vous n'avez pas quand même répondu à ma question. Oui. Ma question, quel est le rapport que vous ont fait vos représentants dans le bureau de vote? Mais tous ces rapports, ils me les faisaient par WhatsApp. On a informé le préfet. J'ai tous les échanges. C'était au moins là, lors des PV. Tout ça, tout ce dont je vous dis, en plus des constats d'huissier, j'ai informé le superviseur régional de la CEI et le corps préfectoral. Donc j'ai tous les WhatsApp ici. J'ai même fourni les WhatsApp au Conseil d'État. Et je suis sûr, s'ils font leur travail, ils vont voir que le préfet a fait ses rapports à la tutelle. Ça, j'en suis persuadé. Très bien. Daouda et ensuite Barry. En fait, quand vous dites que vous avez lancé des accusations disant que les gens ont dit dès qu'ils finissent de voter, il faut qu'ils restent. Selon vous, vous avez fait, un raccourci pour dire que c'est de l'intimidation. Mais vous savez au moins que le code électoral permet en fait aux Ivoiriens qui ont voté de rester pour suivre le dépouillement des urnes. C'est les derniers électeurs. Ce n'est pas dès 7 h du matin que vous commencez à envihir tous les lieux de vote. Est-ce que ce n'est pas votre interprétation? Ce n'est pas mon interprétation, on a constaté. Parce que vous-même, vous n'avez pas été capable de dire dans la vidéo qu'ils ont dit que c'est une menace, ne partez pas intimider les gens. Est-ce que ce ne sont pas des accusations que vous lancez comme ça? Très bien. Écoutez, ce n'est pas des accusations. Qu'est-ce qu'ils ont à faire sur les lieux de vote? Qu'est-ce que les deux ont à faire dans les corridors? Qu'est-ce que les loubards ont à faire dans les villages? Il y avait des loubards? Bien sûr, il y avait des loubards. Et à chaque fois, on prévenait le commandant, le capitaine d'escadron, qui allait intervenir à chaque fois. Et encore, quand il intervenait, j'avoue qu'ils ont intervenu. Ils sont intervenus à chaque fois qu'on les informait. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Honorable. Et en revanche, quand les personnes
envahissaient les bureaux de vote cités où ils ont fait leur score soviétique. Mais les policiers, dès que le préfet tournait le dos, les gens revenaient. Barry. Ça ne bougeait pas. Et moi, on me menace physiquement. Mais si c'est pas parce que permettez honorable à Barry d'intervenir. On a constaté durant ces élections-là que beaucoup de candidats ont décrié la CEI, l'ont accusé de beaucoup de choses. Vous qui êtes un élu, vous êtes député, quelle est votre lecture du rôle et de la configuration de la CEI? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette CEI-là travaille mieux en tant qu'acteur politique et en tant que député? Et troisième question, est-ce que ce n'est pas le fait que la CEI soit composée de politiques qui cause tous ces problèmes? 3 questions, Barry. Ouais. Bon, déjà, la première des choses, lorsqu'on constate des irrégularités ou des dysfonctionnements, c'est de sanctionner. Nous, on a pris le soin, encore une fois, parce qu'on s'y attendait. Parce que ce n'est pas la première fois que la CEI locale faisait des manipulations. En 2021, parce que une grande partie de la population avait boycotté les élections présidentielles, ils étaient détenteurs toujours des cartes d'électeurs de ces personnes qui ne sont pas allées les retirer. Comme nous, on n'avait pas les listings en 2021, ils ont permis à des gens lambda comme ça de prendre ces cartes d'électeurs pour aller voter à la place. Ils ont fait ce qu'on appelle le bourrage d'urne. Et nous, on a constaté. On rappelle que l'honorable JBJ, ici, affirme qu'il a tous les éléments de preuve. Mais écoutez, voilà le procès. Non, vous parliez, voilà. Vous avez fait, donc si vous êtes allé en 2020, vous êtes allé sur l'élection présidentielle et qu'il y aurait eu bourrage d'urne. Non, je ne parle pas des élections présidentielles. J'ai dit, la plupart des Ivoirois ont boycotté les élections présidentielles. Qui vous appelez Ivoirois? Herman, permettez qu'il termine, je vous en prie. Qui l'appelle Ivoirois? Permettez qu'il termine. C'est les Ivoiriens que moi j'appelle Ivoirois. Oui, on a bien compris. Allons-y à la réponse. Bon, la plupart des Ivoiriens, pour aider Herman, la plupart des Ivoiriens, en tout cas beaucoup, il y a eu un gros boycott des élections présidentielles. De ce fait, la CEI a conservé les cartes d'électeurs, puisque les gens ne sont pas allés chercher les cartes d'électeurs. Et moi, en 2021, lors des élections législatives, ces cartes d'électeurs ont été distribuées à des non-électeurs pour aller bourrer les urnes en 2021. Vous avez les preuves? Et j'étais disant que vous avez les preuves. J'avais les preuves, mais vous savez, encore une fois, comment ça s'appelle, le candidat du RAGP qui, cette fois-ci, a été nommé comme maire de Zenoula, en 2021, ils n'ont pas pu le nommer parce que, malheureusement, pour eux, ils ont mal compté. Il s'est avéré que je l'ai battu de 42 voix, malgré le bourrage d'urne. Et il a fait un selon faux votre PV. interprétation, il a été nommé. Ça, c'est vous Oui, qui il le a été dites. nommé parce que je ne peux pas comprendre autre chose. Si tu n'es pas élu par, si vous n'êtes pas élu par le, si vous n'êtes pas élu par les populations, c'est que vous êtes nommé. Qu'allez-vous faire à présent? Qu'est-ce que je vais faire à présent? Mais déjà là, je suis sur le plateau pour dénoncer ces irrégularités. Moi, mon recours, peut-être il y a d'autres voies de recours, je ne sais pas si je vais les utiliser, mais toujours est-il, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a usurpé la mairie. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les électeurs, c'est pour le peuple qui a été spolié, qui a été, j'allais dire, dont on a dépouillé du droit élémentaire. Vous savez, la Constitution dit dans son article 30, l'article 30 de la Constitution dit « Le principe de la République de Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Et dans l'article 31, il a été dit que la souveraineté appartient au peuple. Ce droit souverain de choisir qui doit diriger une localité ou un pays, là, a été spolié. C'est le droit le plus important. Vous savez que le droit de vote d'un paysan, c'est le même droit de vote que le président de la République. Est-ce que vous n'êtes pas ici un peu mauvais perdant dans la mesure Pourquoi? Non, je dis ça parce que... Pourquoi? Parce qu'on dénonce des irrégularités, on serait mauvais perdant? Non, permettez, je vais y arriver. L'idée, en fait, c'est que vous n'êtes pas le seul candidat qui était en liste à Zenoula avec le candidat du RHDP. Et on a presque terminé. Voilà, finalement, vous vous plaignez, quand vous êtes parti au Conseil d'État, le Conseil d'État a donné quoi comme motif du rejet de votre recours? On attend les écritures, justement, ils n'ont donné aucun motif. Ça va Je pense qu'ils ont lu une dictée. Moi, je ne vois pas quel motif ils ont donné. Pour le moment, je les attends, ces motifs. Très bien. Je les attends, ces motifs. Parce que, comme vous dites, il y a les PV. PV du commissaire de justice qui sont là. Quel message sans compter tous les audios, toutes les vidéos, tout ce que je vous dis. Honorable, s'il vous plaît. Honorable, s'il vous plaît. Dans le cybercafé d'un membre de la liste, on a trouvé des documents électoraux. J'ai informé tout de suite le préfet et le superviseur de la CEI. Je rappelle qu'est-ce que ces documents électoraux de 2023 font dans son cybercafé? Expliquez-moi. Honorable. Encore là, il y a des preuves. Honorable, vous avez fait un recours qui a été donc rejeté. Quel est le message que vous donnez maintenant à vos militants ou à vos sympathisants? Est-ce que vous appelez au calme?
ou vous vous dites il faut revendiquer autrement? Non, vous savez, normalement, on a une justice, elle est supposée dire le droit. Malheureusement, ceux qui ont traité mon affaire n'ont pas dit le droit. Je vous espère que... D'où ma question. Donc, ce que je peux dire à mes partisans, aux populations de Zunla, d'abord, je leur suis très reconnaissant de nous avoir fait confiance, de nous avoir renouvelé leur confiance. Malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, on leur a volé leur choix. On a épuisé pour le moment les voies de recours qui étaient à nos dispositions. On se soumet. Si dorénavant on décide de nommer les maires, ben, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça, on a déjà débattu sur la question. Vous avez donné vos éléments de réponse. En tout cas, merci. Donc, je tiens à remercier en tout cas toutes les populations de Zunla. Je les remercie pour leur engagement et puis pour leur confiance. Très bien. Alors, merci, honorable, d'être venu. Vous avez eu la parole et vous avez expliqué avec éléments de preuve à l'appui. Merci également d'appeler au calme et à la paix. Et puis de travailler toujours... Les populations ont toujours... Oui, honorable, j'ai la parole. Je la garde, je vous en prie. Merci. Voilà, en tout cas, je vous dis merci au total d'être venu, honorable. La 3e édition de Jeunes Mansa démarre demain. 30 jeunes entrepreneurs ivoiriens vont tenter de remporter un financement de 100 millions de francs CFA de Mansa Bank. Suivez leur parcours dès demain, samedi 30 septembre, à partir de 20h, toujours sur la télé sans filtre Live TV. Merci en tout cas de nous avoir suivis. La semaine se termine. André Bois et moi-même, on sera avec vous le lundi. Voilà, par la grâce du Tout-Puissant. Herman, merci. Daouda, merci. Barry. Merci, Christelle. Merci, bonsoir et les programmes continuent sur Live TV.